Maintenant, j'ai plus tendance à me dire, ok, j'ai cet objectif, je vais trouver les solutions nécessaires pour l'atteindre. Un peu comme le problème de la musculation, hein. Ok, je veux atteindre ce physique-là, j'ai tel problème, je vais chercher les solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, en fait, je rapporte tout à la muscu. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique la vie de spécialistes au sujet de la santé, mais aussi la vie de sportifs pro. Quand je dis vie, c'est plutôt VIE. On décortique les routines, la façon de manger, le sommeil, etc. des gens qui performent dans leur sport. Et on décortique aussi le parcours de patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec un spécialiste, on est avec Nassim Saïli, que vous connaissez peut-être si vous faites de la musculation, j'ai même envie de dire que vous connaissez sûrement, parce que Nassim, c'est 474 000 followers sur YouTube, sa chaîne qui est consacrée à la musculation, et c'est clairement une référence française dans ce monde-là. Donc on discute dans cet épisode de son parcours, de l'organisation de ses semaines, parce que moi le premier, je me suis toujours demandé comment était organisé un mec qui fait des vidéos YouTube et qui à côté a différents business, une salle de sport, des programmes de vente en ligne, des réseaux sociaux à gérer. Donc on parle de tout ça et on découvre son univers. On parle évidemment également de musculation, des erreurs qui se font dans les salles et chez les gens qui pratiquent ce sport, de la notion de performance et de plaisir, important d'en parler dans cette pratique, et puis de mobilité et forcément de santé, qui est le thème fédérateur de ce podcast. Donc je vous laisse découvrir tout ça, partager évidemment autour de vous, car déjà c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'avis d'un spécialiste, d'une référence, j'ai envie de dire, en matière de muscu, comme Nassim. Donc merci à vous pour vos partages, pour vos likes et pour vos encouragements. Vous pouvez me joindre sur Instagram si vous avez des gens d'ailleurs à me suggérer, des invités qui vous semblent indispensable d'inviter sur Et surtout la santé. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous me trouverez en tapant Étienne Bulidon, je suis assez facile à trouver je pense. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Nous voilà donc à Lyon, encore une fois, le long des quais du Rhône, exactement à VO2 Max, qui est la salle de Nassim. Salut Nassim. Salut Étienne et salut à tous. Merci de me recevoir dans ta salle. Content d'être parmi vous. Ouais, il est tôt, mais on est chaud. Je t'ai préparé pas mal de questions. Yes. Avant de commencer, est-ce que, question un peu originale, qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu les croises en soirée et qu'ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors ça, c'est une excellente question. Et tu vois, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal à bien identifier parce que, faut dire ce qui est, je sais pas exactement, précisément. C'est-à-dire que je fais plein de choses. Et j'ai pas envie de m'attarder sur... Enfin, j'ai pas envie de passer 3 heures à expliquer exactement ce que je fais de mes journées. Mais très clairement, la plupart du temps, je simplifie ça en disant que je suis coach sportif. Même si pour moi, ça englobe pas exactement tout ce que je fais, mais ça donne quand même une idée de départ. D'accord, t'évites de creuser parce que les gens comprennent pas forcément quand tu vas dans les détails. Peut-être pas qu'ils comprennent pas forcément, mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'écouter tous mes blabla et peut-être de comprendre exactement ce que je fais. Donc en général, je simplifie un petit peu en disant que coach personnel, coach sportif. Ok. Bon, aujourd'hui on a un peu plus de temps, donc on va pas trop simplifier non plus. Est-ce que tu pourrais nous décortiquer un petit peu tes semaines ? Comment ça se passe du lundi au dimanche ? Alors disons que pour répondre un petit peu plus en profondeur à cette question, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe de chercher les moyens les plus efficaces pour prendre du muscle et perdre du gras. Ça, c'est ce qui me prend le plus de temps dans la semaine. Donc ça va se traduire par des séances de musculation qui sont personnelles, que je fais tous les jours. Ça va se traduire par des recherches, ça va se traduire par des expérimentations. Et en fait, c'est comme ça que j'organise mon temps sur une semaine. Donc une journée type, ça va être une séance de muscu personnelle, quelques heures de recherche, quelques heures d'expérimentation et quelques heures de pratique, c'est-à-dire où je vais construire littéralement des programmes ou du contenu pour les personnes qui ont envie de changer. Je n'ai pas d'heure précise pour tout ça, parce que selon les journées, ça peut se placer à des endroits différents. Mais du coup, presque 7 jours sur 7, et même 7 jours sur 7, je pense, j'ai ces différentes activités. Ok, est-ce que tu peux nous donner des petits sites, des petites pistes, des méthodologies pour nous aider nous aussi à faire de la recherche de notre côté ? Comment tu t'y prends ? Alors c'est simple.
La première chose, c'est que je suis pas mal d'experts en la matière, ou des gens en tout cas plus expérimentés que moi. En musculation, enfin la musculation, c'est un sujet assez vaste en fin de compte, hein, puisqu'il y a l'aspect sport, mais il y a aussi l'aspect alimentation, il y a l'aspect récupération. Donc à partir de là, moi, mon boulot, ça va être d'aller chercher où je peux trouver toutes ces informations. Donc la première source d'information, ça va être de regarder le travail de personnes plus expérimentées. Et en regardant le travail de ces personnes plus expérimentées, je peux justement me renseigner avec des podcasts, parce que c'est une excellente source d'information, mine de rien. Je peux me renseigner avec des études scientifiques. Je peux me renseigner avec des vidéos sur YouTube ou d'autres sites. Donc les formats, en fin de compte, sont divers. Et ça fait partie de mon boulot de recherche d'aller chercher tout ce que je peux trouver, en fin de compte. Ok, et ça se partage en public, tes sites de référence en muscul et... Alors certains le sont, et d'autres, c'est maintenant, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est des newsletters, en fait, payantes. Donc abonnement à l'année, où certains experts de la muscu ou d'autres champs d'expertise vont partager les sujets les plus intéressants. Donc ça peut être des études scientifiques qu'on ne pourrait pas, qu'on ne pourrait pas trouver au format complet sur Internet, par exemple. Ça peut être des études scientifiques, ça peut être des vidéos, ça peut être des interviews, etc. Donc mes principales sources d'information, c'est via contenu payant, en général. Et le reste, je le trouve gratuitement sur... Il y a un blog que j'adore qui s'appelle Subversity, qui poste un petit peu moins maintenant, mais lorsque j'étais en formation d'éducateur sportif, j'ai trouvé des véritables perles sur ce site-là. Aussi bien sur la diététique, les compléments, l'entraînement, la récupération, la préparation sportive, etc. Et sinon, Google, hein. Google, c'est le meilleur ami, de toute façon. C'est le meilleur ami. Il faut juste ne pas avoir peur de passer quelques minutes, voire même quelques heures à rechercher la bonne info. Mais voilà, c'est par là que ça se passe. Et particulièrement en anglais, j'imagine, vous aussi dans votre domaine, dans le fitness. Exclusivement en anglais. Ouais. Exclusivement en anglais, c'est-à-dire que je me rappelle pas avoir regardé un article en français ces 6 dernières années. Donc, exclusivement en anglais. Ouais. Où est-ce que tu as appris l'anglais, toi? Alors, bonne question. L'anglais, je l'ai appris parce que mon frère, faut savoir que j'ai une relation assez proche avec mon frère, qui maintenant ne vit plus en France, mais disons qu'on a partagé la même chambre pendant presque une vingtaine d'années. Et lui a une passion pour les langues étrangères. D'ailleurs, il a fait un métier de steward, donc ça l'a beaucoup aidé dans son métier. Il parle anglais, espagnol, arabe, un peu de japonais. Et toutes ces lectures, il les faisait en anglais, même à l'adolescence. Et du coup, j'avais pas d'autre choix. Quand je prenais les livres qui étaient à la maison, ils étaient en anglais. Donc je commençais à lire en anglais et c'est comme ça que mon anglais s'est perfectionné. Ok, donc ton frère qui a été une grande source d'inspiration, parce que si je me rappelle bien, c'est lui aussi qui t'a mis dans le monde de la muscu, qui t'a inspiré à te lancer. Absolument. C'est lui le sportif clair et net. Il l'est toujours d'ailleurs, probablement plus que moi. Pas en musculation, mais lui, il aime bien toucher à d'autres sports. Son sport de prédilection à l'époque, c'était le foot. Et il attachait beaucoup d'importance aussi au développement physique, pour s'améliorer dans son sport et puis aussi pour un côté esthétique, clairement. Et c'est effectivement lui qui en avait marre de me voir jouer à la PlayStation et qui m'a dit, bon bah vas-y, on va aller à la salle de sport et on va bosser un petit peu. Et la transformation. Et là, là c'était clairement une révélation. Mais bon, le fait de s'entraîner aussi avec quelqu'un, un mentor entre guillemets, hein, parce que mon frère il a joué le rôle de mentor, je pense que ça m'a bien aidé à être régulier et rigoureux dans les premiers mois de pratique. Et ça, c'était en quelle année que tu as commencé? C'était en 2006, octobre 2006, j'ai commencé la musculation. 2006, la petite question qui fait mal, t'avais quel âge là du coup? J'avais 19 ans. Pas encore, j'avais presque 19 ans, je suis né en décembre 87. Et donc aujourd'hui 31? 31, ouais. Et ouais, ça avance. Ok. Et du coup, donc, entre tes 19 et aujourd'hui, t'es passé par des phases où t'étais vraiment à fond, tu faisais des concours, etc. Ouais. Là, je pense que j'ai toujours été à fond en fait. Ouais. Et je le suis toujours. Ouais. Après, effectivement, pendant une période, ça s'est traduit par des compétitions. En l'occurrence, entre 2011 et 2015. Sachant que j'ai fait ma première compétition effectivement en juin 2011 et ma dernière en octobre 2015. Et pendant cette période, c'est vrai que ma pratique m'a amené à monter sur scène et à montrer mes résultats en fin de compte. Mais je pense que pendant mes 12 années de pratique, j'ai toujours été à fond, c'est-à-dire très régulier, plusieurs fois par semaine, à chercher à effectuer le meilleur en fin de compte. Ouais, et ça c'est intéressant parce que, ok, pendant cette période, tu avais tes concours, tu avais des objectifs de... on va dire visuel, etc., de pourcentage de masse grasse, tout ça. Et une fois que tu es allé au max de tout ça, que tu as fait tes sèches, tes programmes à fond,
tu t'es arrêté en 2015 et comment se sont transformés tes objectifs une fois que tu n'as plus ça? Alors, mon objectif, depuis toujours, ça a été le développement musculaire. C'est-à-dire que je veux avoir le plus de muscles possible, clairement, et naturellement. Donc, mon objectif, ça a toujours été ça, compétition ou pas compétition. Après, pendant les compétitions, effectivement, il y a un deuxième objectif qui se greffe, c'est arriver à être le plus sec possible. Donc, le moins de gras possible, clairement. Mais aujourd'hui, comme en 2015, comme en 2013, comme en 2011, je cherche à m'entraîner pour construire le plus de muscles possible. Après, effectivement, peut-être que l'âge joue aussi, et peut-être que le reste de mes activités joue clairement. Être musclé et perdre du gras, c'est une autre paire de manches. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Il faut être méticuleux sur son programme diététique. Et des fois, c'est difficile de jongler avec d'autres activités. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités qu'en 2013 ou en 2014. Donc, disons que j'ai peut-être un peu moins le temps de me consacrer à 200% à la perte de masse grasse. Et pourquoi tu veux prendre du muscle? Tu as déjà réfléchi sur la cause profonde, on va dire? C'est une excellente question. Et peut-être que je devrais préciser, ce qui m'intéresse, en plus de développer du muscle, c'est en fait le développement personnel, clairement. Parce que j'ai jamais eu un manque de confiance. Même avant de commencer la musculation en 2005-2006, je me trouvais déjà musclé. Hein. Jamais eu de problème avec l'image que me renvoyait le miroir. Donc c'est pas vraiment pour être le plus musclé possible. C'est juste que la prise de muscle, c'est quelque chose de tellement difficile en fait que ça m'intéresse. J'aime trouver des solutions à des problèmes. Et pour moi, prendre du muscle, pour certains et pour moi, c'est un problème. C'est quelque chose qui mérite une certaine organisation, une certaine patience. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Quelque chose que je n'ai pas forcément retrouvé dans d'autres activités. La prise de muscle, vraiment, c'est un processus qui est long, qui est très difficile en fin de compte. Et je pense que c'est cette difficulté, ce challenge qui m'intéresse par-dessus tout. D'accord, c'est plutôt le processus d'évolution, Ouais. un peu comme le processus d'évolution mentale, quand tu comprends de plus en plus de choses en faisant tes recherches tous les jours, tu peux faire un parallèle entre cette évolution mentale et physique. Absolument. Et en fait, moi, disons que j'ai la même sensation que quand quelqu'un résout un problème de maths ou une équation, tu vois, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Parce que via mes recherches, mes expérimentations, etc., je cherche à développer des protocoles, en fin de compte, hein, pour faciliter la prise de muscle. Et ça peut se traduire de plein de façons différentes, hein, par des séances différentes, une fréquence d'entraînement, un volume d'entraînement, toutes ces variables à disposition pour résoudre mon problème. Donc certains travaillent avec des chiffres et des formules scientifiques, et moi je vais travailler avec les autres variables à disposition dans ce sport-là. Mais au final, tu es aussi un geek, entre guillemets. Aussi, pardon ? Un geek. Ouais, mais carrément. Dans ton monde de mais la muscu, complètement, je vois la prise de muscle comme une formule à essayer de résoudre. Donc on en a résolu une partie. Mais c'est un sport tellement intéressant parce qu'il est tellement individualisé qu'il y a autant de réponses que d'individus. Et moi, ce qui me passionne dans cette pratique, et ce qui me passionne encore aujourd'hui, c'est que même après 12 ans de musculation, j'ai toujours pas rencontré tous les individus, et je le ferai jamais de toute façon. Mais le fait qu'il y en ait encore à rencontrer, je pense que c'est ça qui me motive. Ok, parce que la théorie aujourd'hui en 2019, avec tout ce qui se partage sur Internet, on est ok à peu près sur tout ce qui se fait de mieux. Ouais. Mais après, c'est vraiment l'individualité qui va faire que tu vas mettre en place telle ou telle stratégie. Absolument. Et je pense que les différences individuelles sont tellement marquées en musculation, c'est-à-dire qu'un protocole peut marcher extrêmement bien sur une personne et peut avoir même des résultats négatifs sur une autre personne. On en est là. Donc les propositions qu'on trouve sur Internet sont très bonnes, mais on a 30% de l'équation. Le reste, c'est de l'individualisation. Et comment tu fais pour individualiser comme ça avec les programmes que tu vois en ligne, toi ou les autres d'ailleurs Toi, c'est quoi ta stratégie pour vraiment que le gars qui achète en ligne ait un truc individualisé? Bon, alors, je vais tout de suite le dire, on n'est pas tous là à individualiser, clair et net. D'accord. C'est que sur beaucoup de programmes de musculation qu'on trouve sur Internet, l'individualisation, elle est encore loin. Après, c'est pas toujours un problème parce que pour les personnes qui mettent un premier pas en salle de sport, voilà, les premières semaines, on n'a pas forcément besoin de toute l'individualisation nécessaire. Et pour moi, justement, le boulot va être encore plus difficile lorsque je construis mes programmes de musculation, parce que je vais devoir trouver un aspect individualisation en essayant de m'adresser à un maximum de personnes. Donc c'est deux aspects qui sont opposés, mais que je dois réussir à réunir pour justement que les programmes soient efficaces et qu'ils soient efficaces sur le plus grand nombre de personnes.
Donc là, c'est encore une autre paire de manches. Coacher une seule personne, je l'ai fait très souvent depuis mon diplôme d'éducateur sportif que j'ai passé en 2011. Ça fonctionne bien. C'est difficile, mais en général, au bout de quelques temps, on arrive à identifier quels sont les besoins précis de la personne. Maintenant, étant donné ma communauté, je cherche justement à pouvoir trouver des solutions à plus large échelle, tout en ayant la plus grande efficacité possible. Et là, tu reviens un petit peu au coaching en face à face. Bah, dis-moi si je me trompe, hein, mais comme ce week-end, tu as fait une masterclass, mais tu appelles ça juste un stage. Tu m'as dit. Voilà, ouais. On va pas employer de mots trop savants. Donc, tu as fait un stage avec des gens voilà, qui étaient présents physiquement. Et là, quelle est la plus-value de ce genre de truc par rapport à tes programmes? Bah, du coup, c'est le contact, clairement, parce que sur mes programmes qui sont proposés sur Internet, le contact y est, mais juste via les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas ce contact physique, on n'a pas ces conseils physiques qui ajoutent quelque chose, puisque la musculation, c'est pas que de la théorie, c'est de la pratique. Donc, même si j'arrive à transmettre un côté pratique avec mes programmes sur Internet, rien ne vaut le contact physique. Ça, c'est clair et net. Puis ça t'aimes ça? Ah, j'adore. C'est pour ça que j'ai commencé ce métier. Si je pouvais ne coacher que des personnes physiquement toute la journée, je le ferais. Le problème, c'est que tout le monde s'en doute, hein, pour une question de temps et d'organisation, je ne peux pas faire 12 heures de coaching physique par jour. Donc, ce genre de masterclass ou de stage, ça peut être vachement intéressant. Ouais, c'est super. Parce que moi, je m'épuise, par exemple, avec tous mes patients. J'ai du mal à... Je peux pas faire de programme ou déléguer ou je sais pas quoi. Et c'est un problème en ce moment que j'ai, c'est que plus je vois de monde, plus je suis épuisé, moins j'ai de temps pour faire les trucs à côté. Et je cherche des solutions, mais on en reparlera en privé, hors podcast peut-être. Ok. D'accord pour... je crois que j'ai compris, les gens qui écoutent ton organisation de vie. Juste, avant de passer, on va parler santé, hein, évidemment, c'est le thème du podcast. Donc, en termes de répartition de ton temps, tu disais que ce qui te prenait le plus de temps, c'était tes vidéos YouTube en ce moment. C'est l'aspect recherche de ces vidéos, parce que ces vidéos, je cherche à faire en sorte qu'elles soient le mieux organisées possible. Donc, effectivement, la création de contenu au sens large du terme, ça me prend du temps. C'est bien inspirant parce que tu vois, tu te dédies du temps et tu t'imposes du temps pour faire de la recherche, créer du contenu, et ce qui fait que tu es toujours dans cette dynamique vertueuse de développement personnel, en fait, ce que tu recherches. Totalement. D'ailleurs, on a fait une interview il y a quelques temps, tu disais que tes livres préférés, qui t'étaient le plus inspirés, c'était la semaine des 4 heures et Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Tu peux nous développer un tout petit peu sur ce que t'ont apporté ces livres? Ça, tu vois, on parlait de mon frère justement il y a quelques minutes. Et c'est des livres qui, enfin pas la semaine de 4 heures, mais les 48 lois du pouvoir. C'est le type de livre qu'il a acheté quand il avait 16 ans. Et quand il avait 16 ans, moi j'en avais 13-14. Ah ouais. Donc je comprenais rien, mais j'avais mon dictionnaire de français, anglais, arabe, tu vois, le truc pour faire les traductions. Et c'est grâce à lui que, j'ai été présenté à ce genre d'ouvrage, et de deux, j'ai pu apprendre l'anglais. Mais oui, il a débarqué un jour avec les 48 lois du pouvoir, et je crois que c'était L'art de la séduction aussi de Robert Greene. Ouais. En tout cas, c'était un livre sur la séduction, et c'était hyper intéressant. Ouais, pour ceux qui écoutent Robert Greene, c'est vraiment une référence. Il y a ces deux livres plus Mastery, je sais pas, Excellence en français, ça doit être. Ouais. Qui est énorme, qui décortique un peu les chemins de tous les grands hommes qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires dans différents domaines, et c'est vraiment une référence. Ouais, moi je suis aussi passionné par ce genre de trucs. Ok, donc on va parler plutôt psychologie avant de parler de santé, même si c'est de la santé, peu importe. J'ai regroupé ces questions dans le thème psychologie. Donc tu disais dans une de tes vidéos YouTube, tu dis que tu expliques que la muscu t'a apporté beaucoup d'un point de vue psychologique. Est-ce que tu pourrais développer un peu? Tu as eu plus de confiance, tu as pris plus de confiance, tu disais? Ouais. Mais t'en manquais pas avant? J'en manquais pas avant. J'étais quand même relativement timide, dans le sens où j'avais un petit peu de mal à, aller vers les gens, mais pas par manque de confiance. Je saurais pas comment expliquer ça plus précisément, mais clairement, ça m'a permis d'être moins timide et d'être encore plus sûr de moi. C'est-à-dire que j'avais un petit peu confiance, mais autant qu'un adolescent peut l'avoir. Hein. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant, dans le sens où lorsque je me donne un objectif, je sais que je peux l'atteindre. Et je ne vais pas me dire directement, ok, cet objectif, bon, il est un petit peu trop gros, ou je ne peux pas faire ça. Maintenant, j'ai plus tendance à me dire, ok, j'ai cet objectif, je vais trouver les solutions nécessaires pour l'atteindre. Un peu comme le problème de la musculation. Hein. Ok, je veux atteindre ce physique-là,
j'ai tel problème, je vais chercher les solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, en fait, je rapporte tout à la muscu. Je rapporte tout à la muscu. Et peut-être que c'est l'influence aussi des personnes que je suivais lorsque j'étais plus jeune, en l'occurrence Arnold Schwarzenegger, clairement. Hein. Et lui, le bodybuilding, il le dit et il le répète, ça l'a aidé dans sa carrière d'acteur, ça l'a aidé dans sa carrière d'homme politique. Et je retrouve tout à fait ces aspects-là. Ouais, tu disais dans une vidéo que ça t'a apporté ce mindset de tout est possible, quoi. Ouais. Tu pars d'un physique, peut-être pas maigre, mais voilà, Ouais. beaucoup moins. Ouais. Et même si tout est possible, on sait que ça demande du travail. Mm. Donc on n'est pas on n'est pas dans une autre dimension à imaginer qu'on peut tout faire facilement. On peut tout faire effectivement à condition de pouvoir mettre les choses en place, quoi. Et ça, tu as pu faire le parallèle dans ton business, par exemple, le fait de clairement. prendre son temps, travailler dur pour avoir des résultats sur le long terme, etc. Clairement, je le répète encore, mais je suis même moi surpris de tous les parallèles entre la muscu et tous les autres aspects de ma vie, en fin de compte, que ce soit business, que ce soit même relations privées, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est du travail à long terme aussi. C'est du travail, c'est de la patience, c'est des fois des compromis, tu vois, on retrouve tout ça. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Pour qui est-ce que tu conseillerais la muscu en particulier? Est-ce que tu dirais que tout le monde pourrait en faire, devrait en faire? Comment? Déjà, je conseille le sport à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai un attachement particulier au bodybuilding, mais je peux comprendre que certains n'aient pas le même attachement et qu'ils veuillent commencer avec une autre pratique sportive. Toutes les autres pratiques sportives sont bonnes à prendre. Et je suis même presque sûr qu'on retrouve tous les bienfaits de la musculation que j'ai développés juste avant, on peut les retrouver dans d'autres pratiques sportives. J'ai choisi la musculation, je peux comprendre qu'on choisisse le foot, le basket, le crossfit, la course à pied. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de transmettre tous les bénéfices du sport, en fin de compte. Ouais, cette notion de dépassement, etc., c'est vrai qu'on la retrouve... On la retrouve en course à pied aussi, le mec qui veut améliorer son temps à chaque fois, qui s'entraîne, qui décortique tout pour arriver à son objectif. Ouais. Ok, est-ce que tu as été impacté, toi, par... les gens musclés sont souvent un peu vus comme des teubés dans la société, etc. Est-ce que toi, comment tu réagis? Est-ce qu'on te fait des remarques? Est-ce qu'on t'en a fait? Alors, j'ai jamais été impacté personnellement. Et je sais pas pourquoi, encore je vais en revenir à mon frère, mais je pense qu'il a joué quand même un gros rôle là-dessus. Lorsqu'on a commencé la musculation, on n'avait pas d'a priori. Donc la première personne qu'on a suivie, c'est Arnold Schwarzenegger. Et pour nous, vraiment, c'était quelqu'un d'ultra intelligent. Il avait tout compris, quoi. Il avait eu sa propre salle, je crois, à 19 ans. Le gars était multimillionnaire avant 30 ans. Il avait fait fortune dans l'immobilier. C'était un exemple de réussite. Donc nous, à aucun moment, on a associé la musculation à la stupidité. On s'en est juste rendu compte au bout de quelques semaines, quelques mois de pratique, en côtoyant certaines personnes en salle de sport, parce qu'il faut le dire, c'est clair et net, en salle de sport, j'utilise un mot fort, mais il y a des kékés, quoi. Des kékés qui font de la musculation, et on a été confronté à ça uniquement en continuant ce sport. Et moi, personnellement, non, j'ai jamais été confronté à ça, parce que peut-être que ma manière de m'exprimer, ma façon de décrire ce sport, elle est peut-être un peu différente d'autres pratiquants. Et du coup, j'ai jamais eu le sentiment qu'on me prenne pour quelqu'un de stupide parce que je fais de la musculation. Ok. Donc, j'ai jamais eu cette impression. Ok. Ouais, mais c'est peut-être, comme tu dis, la façon dont tu t'exprimes, je pense que ça recadre direct le truc. On voit peut-être, la façon de le vendre et d'en parler. Super. Ok. Bon, on va passer à la partie santé. Yes. Gros sujet, attention, il y a des questions pointues. Non, moi je voulais commencer par l'aspect alimentation. Quelle est ta vision des régimes hyperprotéinés? Dans la muscu, on est un peu obligé d'avoir une certaine ration, un nombre de grammes par kilo de poids de corps, etc. Quotidien de protéines. Et du coup, quelle est ta vision entre ça et les gens qui disent, et ce qui est sûrement assez vrai, que les régimes hyperprotéinés vont acidifier l'organisme, via la production d'acide urique, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et d'ailleurs, pas juste ça, hein. J'ai écouté un podcast il y a quelques mois, et c'est peut-être à toi que j'en ai parlé ou à quelqu'un d'autre. C'était Ben Pakulski, donc un bodybuilder assez connu. J'ai suivi un de ses stages d'ailleurs, aux États-Unis, fin février, et qui s'entretenait avec un cancérologue.
et qui parlait des potentiels effets néfastes de la protéine sur le très long terme, c'est-à-dire sur 30-40 ans. Comme quoi la protéine, ça stimulait l'anabolisme, mais l'anabolisme de tout. Donc aussi bien du muscle que potentiellement des cellules cancéreuses. Et c'est une excellente remarque quand on y réfléchit. C'est totalement logique que la protéine sur le long terme peut favoriser l'anabolisme de tout. Et c'est une question qui m'intéresse de plus en plus. Et effectivement, je pense pas qu'il soit judicieux de catégoriser les régimes hyperprotéinés comme potentiellement dangereux. Mais je pense qu'il faut garder en tête que notre corps n'est pas forcément fait pour dissocier complètement les macronutriments et se dire ok, je vais avoir telle quantité de protéines, telle quantité de glucides, telle quantité de lipides pour que mon corps atteigne tel niveau. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça et que, encore une fois, il y a une approche individualisée et que rien ne doit être fait dans l'extrême. Pendant mes périodes de compétition, je consommais des quantités de protéines qui étaient incroyablement élevées. Et c'est quelque chose que je ne referai jamais. Donc je pouvais monter jusqu'à 330 grammes de protéines par jour. Je pesais 95 kilos. Ce qui faisait plus de 3 grammes par Ce qui kilo. faisait beaucoup plus de 3 grammes, c'est plus de 3,5 même. Ah ouais, c'est le double de ce qu'on dit de... C'est beaucoup, c'est énorme. Mais tu vois, j'avais pas les connaissances que j'avais maintenant. Et tous les contenus sur les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Ce que je voyais, moi, c'était muscle et fitness. Jay Cutler, Ronnie Coleman, les bodybuilders qui ont gagné des Mister Olympia, mangeaient 600 grammes de protéines. Enfin, ils disaient qu'ils mangeaient 600 grammes de protéines par jour. Donc, moi, j'essayais clairement et bêtement, un petit peu, je le reconnais, de copier ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, sur le long terme, c'est pas très judicieux de consommer 2 ou 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc là, tu le referais plus aujourd'hui avec les connaissances que tu as actuellement? Ah non, clairement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis bien en dessous. Ouais. Et tu le referais plus, pourquoi précisément? Tu dis, ah, waouh, sur le long terme, potentiellement ça va me développer un cancer, ça va user mes reins, qu'est-ce que ça va faire? Alors non seulement, déjà, sur le court terme, ça n'a pas eu d'effet sur la croissance musculaire, c'est-à-dire que j'aurais probablement pu réduire de 30-40% en ayant exactement la même croissance musculaire. Et de deux, ouais, pour le long terme, c'est pas top. Alors heureusement que je l'ai fait que pendant 1 an et demi, 2 ans, pendant ma grosse période de compétition. Mais je peux comprendre et je suis même certain que certaines personnes le font pendant 5, 6, 7 ans. Et là, je pense que les effets peuvent être un peu différents. Ouais, parce qu'au final, toi, tu n'as pas eu de blessure, tu n'as pas eu de trop de tendinite, la petite à l'épaule qui a été réglée très vite récemment. Là. Ouais. Mais sinon, tu disais que tu n'étais pas sujet à cette blessure. Quoi. Pas trop. Et peut-être que c'est peut-être lié à mon alimentation, puisqu'elle n'a jamais été vraiment mauvaise. J'ai eu la chance d'avoir une éducation où... je mangeais très très rarement en dehors de chez moi. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, j'ai jamais mangé à la cantine lorsque j'étais en primaire. Parce que j'habitais à côté de chez moi et ma mère pouvait s'occuper de nous. Donc j'ai été très rapidement éduqué avec déjà une régularité dans mes repas et puis une certaine variété. On mangeait des légumes, on mangeait des aliments le moins transformés possible. Et c'était ma maman qui cuisinait quand j'étais petit. Donc peut-être inconsciemment, ça m'a permis d'intégrer ce genre de choses et aujourd'hui encore, je cuisine la plupart de mes repas et je porte vraiment attention à la qualité de ce que je vais mettre dans mon assiette. Quoi. Et toujours des légumes, du coup, aujourd'hui? Le plus possible. Le plus possible. Super. Alors je kiffe pas, c'est pas mon truc. Tu te forces? Non, c'est pas que je me force. Mais c'est clair que je préférerais manger peut-être autre chose. Mais disons que je sais que ça fait partie du jeu. Je sais que ça fait partie du jeu et qu'il y a des choses à faire pour se mettre dans les meilleures conditions possibles, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et parce que tu as aussi cette notion de légumes qui vont avoir tendance à basifier l'organisme, contrairement aux protéines qui acidifient. Toi, tu es d'accord avec ce genre de théorie? Ça se tient. Ça se tient. Et tu vois, j'ai fait un test, j'ai fait un DEXA-scan il y a 2 semaines. Un DEXA-scan, pour parler technique, c'est de la densitométrie corporelle, je crois qu'on appelle ça comme ça. Peut-être que ta masse grasse, non? C'est exactement ça. En fait, c'est sur le même appareil qui mesure la densité osseuse. D'accord. Et justement, j'ai eu des résultats de densité osseuse. Et apparemment, elle aurait baissé très légèrement depuis l'année dernière, le dernier test que j'ai fait. Et ça peut être lié justement à mon alimentation. Donc même en ayant réduit ma quantité de protéines, et même en ayant une alimentation quand même vachement équilibrée, en mangeant des légumes plusieurs fois par jour, eh bien, force est de constater que ma densité osseuse a très légèrement réduit depuis l'année dernière. Alors ça, on pourrait peut-être en parler juste après. Je ne sais pas si c'est lié purement à mon alimentation, mais
Quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, putain, mais imagine si tu avais continué à manger 330 grammes de protéines par jour depuis 2012, qu'est-ce qui serait passé, quoi? Qu'est-ce qui serait passé? Le problème, c'est qu'on peut pas savoir, mais ouais, c'est super intéressant. Tu le fais où, ce DEXA-scan? À Vèze, un centre de radiologie à Vèze. D'accord. Il faut une ordonnance pour aller... Non. Tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, c'est un test qui est surtout destiné aux sportifs. Ils le font très souvent sur des sportifs. Et moi, en tant que coach, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'aime bien contrôler mon taux de masse grasse, mais aussi les autres Donc ça données. t'indique quoi exactement? Masse grasse, densité osseuse? Masse grasse, densité osseuse, masse musculaire, et c'est localisé entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si tu as des déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit en fonction des résultats de la machine. Donc, c'est un scanner, très clairement. Et ça te permet d'avoir des données bien plus précises qu'une balance à impédance-métrie ou les autres types de mesures. Mais je vais en faire un du coup. Parce que ces types de balances là qui vont de 100 euros à 5000 euros. Ouais. Tu t'en penses quoi? Tu en as une là par exemple? J'en ai une, ouais, mais tu vois les résultats entre la balance et le DEXA-scan que j'ai fait, il y a une dizaine de pourcents de différence. Donc imagine. C'est-à-dire que je peux me peser sur une balance et être à 15% de masse grasse et le DEXA-scan être à 25%. Donc faut pas croire les gars d'Herbalife quand ils te mettent sur la petite machine à 10 euros. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Ok. Tu disais, encore dans une interview qu'on a déjà fait entre nous, mais peu importe. Elle est sur mon site, si vous voulez aller voir, etiennebulidon.com. Il n'est pas du tout à jour, mais il y a une interview de Nassim qui est assez cool, si vous voulez. Tu disais dans cette interview, j'essaye d'avoir des articulations en bonne santé le plus longtemps possible. Est-ce que tu peux développer un peu cette vision? Alors, j'ai une phobie, c'est d'être complètement bloqué, pour parler vulgairement, d'ici mes 50 ans. J'en croise tellement, et d'ailleurs même pas à 50 ans, à 30, à 40, ou même des fois plus tôt, qui sont limités. Et je ne veux absolument pas être limité dans les mouvements que je fais, soit au quotidien, soit dans ma pratique sportive. Donc je veux garder un maximum de mobilité, un maximum de santé articulaire pour ne pas me dire « Ok, là j'ai des escaliers, ça va me faire mal. Ok, là je dois courir, ça va me faire mal. Ok, je dois porter ce truc, ça va me faire mal. » Ça, je veux pas. Je veux avoir un confort de vie, je veux avoir le plus de confort de vie possible. Et ça passe par tous les aspects de ma santé en fin de compte. Je veux que mon système digestif se passe bien parce que j'ai pas envie d'avoir mal au ventre à un moment de la journée où je dois pas avoir mal au ventre. J'ai pas envie que mes articulations me restreignent à faire tel ou tel mouvement. J'ai envie que mon cerveau fonctionne lorsque j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que la machine fonctionne, quoi. Et j'ai pris l'exemple des articulations, mais on pourrait l'appliquer à tout le reste de mon corps. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as, si on reste sur les articulations, des routines un peu de mobilité, tu sais, tout ce qui se fait un peu aux US là? Alors j'ai une routine qui est un petit peu barbare, mais disons que j'ai remarqué que plus le temps passe, et plus j'ai du mal à émerger le matin. Ça, on en avait discuté aussi. Oui. Le matin, j'ai du mal à émerger. Et je me sens de plus en plus raide, encore une fois, pour parler vulgairement. Rouillé. Voilà, rouillé, clairement. Ouais, j'ai l'impression d'être Robocop. Donc le matin, je prends une dizaine de minutes pour bouger. J'ai pas de routine précise, mais juste le fait de bouger, ça me fait extrêmement du bien. Et j'ai fait le test par exemple, juste en me réveillant et en commençant directement ma journée, entre guillemets. J'ai du mal à me mettre dans le bain. Du coup, tu bouges comment? Dans ton lit, tu fais des mouvements Non, alors en général, je m'assieds sur mon lit. Et en position assise, je commence à bouger le haut de mon corps. Je commence par les cervicales, ensuite... Je suis en train de t'imaginer là. Mais imagine, vas-y. Okay. Imagine. Je bouge mes cervicales, les scapulas, les épaules, tu vois, les coudes, les poignets. Après, je commence avec des rotations de la colonne. Puis, je me mets debout. Et en général, tout ce qui est à partir du bassin jusqu'aux chevilles, ça se passe bien. Mais le haut du corps, c'est bien raide. Mais ça passe tout de suite. Tu connais les 5 Tibétains, toi? Non. C'est 5 mouvements, il y a tout un truc marketing autour de ça, mais c'est 5 mouvements inspirés du yoga qui sont à faire, entre guillemets, que tu peux faire tous les matins, on va dire, et qui te permettent de garder une très bonne mobilité. Okay. Et ça marche. Ah ouais? J'ai testé, vous pouvez checker 5 Tibétains sur YouTube. Ah bah ouais, c'est des mouvements très simples et sincèrement, ça marche bien. Je teste ça avec des sportifs pros d'ailleurs, puis avec des gens normaux, quoi, puis tout le monde est content. Mais encore une fois, c'est dur de s'y tenir parce qu'il y a une discipline et même moi, tu vois, j'arrive pas à m'y tenir le matin. Et... T'as des petites techniques pour être discipliné? Comment tu fais pour être rigoureux dans tes routines? Excellente question. En général, je suis plutôt quelqu'un en règle générale, d'assez discipliné.
C'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre en place des choses précises pour que je puisse continuer à faire des choses régulièrement. Et encore une fois, c'est probablement la muscu qui m'a aidé à avoir cette routine. Je sais très bien que pour m'améliorer dans quelque chose, il faut que je le fasse souvent. Et il faut que je le fasse régulièrement. Donc, à partir de là, lorsque je me dis, OK, je vais faire cette chose-là, j'arrive à le faire assez régulièrement. Il y a une seule chose où j'ai eu du mal, et où j'ai toujours du mal, et peut-être que j'aurai toujours du mal, c'est la diète. C'est arriver à... Comment expliquer ça? Arriver à tenir un total calorique, tenir une diète, et arriver à ne pas manger des petits trucs sucrés, tu vois, par-ci, par-là. Super dur. Moi, j'ai testé un truc, là, j'ai acheté des carrés de chocolat que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai le droit à mon carré de chocolat que quand je fais un bon repas bien équilibré et tout. Ouais. Parce que si je mange trop de glucides, je vais avoir une baisse d'énergie, puis ça va me plomber ma journée, etc. C'est Ouais. classique. Et donc, du coup, je me suis acheté cette boîte de chocolat, et puis je mange un carré dès que je mange bien. Du coup, ça fait un peu la carotte, tu vois. Mais grave. Ouais, Mais ça marche. Bah, hier, j'en ai mangé 4, quoi. Enfin, j'ai défoncé la boîte. Je pense que c'est une bonne piste, mais il faut que je retente. Ouais. Mais il y a pas mal de petits trucs comme ça à essayer. D'accord, pour l'alimentation. Tu parlais c'est super intéressant de tes intestins. Et est-ce que toi, tu as déjà eu à faire, comment dire, est-ce que tu as déjà mis en place des stratégies pour optimiser ton assimilation de nutriments ou de micronutriments? Alors, jamais de vraies stratégies, parce que, encore une fois, je pense que l'alimentation que j'ai eue en étant plus jeune et l'alimentation que j'ai aujourd'hui, elles me permettent, mine de rien, d'être plutôt en forme. Et je pense que ces habitudes sont bonnes pour l'instant. Donc, j'ai pas mis en place de vrais protocoles différents pour prendre soin de mon système digestif. Ta flore intestinale ou Ouais, quoi que ce soit. à part quelques compléments, un seul complément d'ailleurs, c'est de l'aloe vera que je prends tous les jours, qui contribue justement au bien-être digestif. Et puis, de toute façon, naturellement, j'ai une alimentation qui se tourne vers les probiotiques, les prébiotiques, et à mon avis, indirectement, ça doit quand même bien jouer sur la santé intestinale. Donc tout ça, tu te les fais, tu fais, je sais pas, du kéfir ou du kombucha ou tout Alors, c'est des choses. Kombucha vachement, et après, Ouais. de toute façon, il y a d'autres aliments fermentés. Il y a d'autres aliments Ça, tu fais ça chez toi? Non, je le fais pas chez moi. Ah, ok. Ah non, c'est compliqué. Ah. C'est compliqué. Si j'y arrive un jour, c'est cool, mais non. Ouais. Non, j'achète ça pour l'instant, et Ok. ça a l'air de suffire. C'est aussi un but que j'ai, ça. Ouais. Faire mon kombucha, mais Ah, c'est classe. C'est classe, ouais. quand t'es tout le temps à droite à gauche, Ouais. tu risques de faire foirer un peu Ouais. la fermentation. Ouais. Ok. Autre chose, tu as une vidéo, ça c'est hyper intéressant, où tu parles de l'électromyogramme. Tu t'en sers toujours de cette machine? Ouais, je m'en sers presque toutes les semaines. Ah ouais, pourquoi? Ah oui, pour faire mes expérimentations. Donc, j'ai une liste d'expériences qui est longue comme le bras, et je pense que je pourrais en faire un test par semaine. J'aurais pas fini en 2 ans. Donc, il me reste beaucoup de choses à faire. Et ce que je fais, c'est que je partage les résultats des fois sur YouTube, mais 90% du temps sur mon site internet. Donc, Newsletter aussi? Newsletter de temps en temps aussi, mais surtout, je partage les résultats avec mes clients existants. Donc, des personnes qui ont acheté mon programme. Je fais des mises à jour régulières, et certaines de ces mises à jour sont du coup des résultats EMG. Ouais, faut bien qu'il y ait une petite plus-value à acheter. Bien sûr. Et que tu donnes pas Bien de sûr, contenu. ouais. Et puis je préfère partager ça vraiment avec des gens qui sont très intéressés. YouTube, c'est pas toujours le cas. Ouais, tu vas avoir des commentaires. J'ai regardé un peu les commentaires Bien de cette sûr. vidéo. T'as Eh tout. oui. Il y a de tout. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de gratitude de la part des gens sur certaines vidéos. Tu vois beaucoup de commentaires, des gens clairement. qui reconnaissent vraiment ton travail. C'est vraiment cool. Et quelles sont les expériences les plus stimulantes là, qui arrivent à propos, grâce à l'EMG? Grâce à l'EMG, en fait, disons que pour l'instant, j'ai pas eu de résultats extrêmement différents de à quoi je m'attendais. Mais ça m'a permis de me conforter et d'avoir un support plus scientifique. Et dans ma quête de résoudre tous ces problèmes liés à la musculation, moi j'aime bien avoir des résultats, tu vois, des vrais résultats, et pas juste des suppositions et des discussions de vestiaire. Donc l'EMG, ça me permet d'avoir ça. Ouais. Et par exemple, moi j'ai regardé la vidéo où tu fais ton test, et l'EMG te permet de montrer qu'un mouvement précis va cibler un muscle et va lui permettre de travailler mieux.
Est-ce que, donc toi, tu es à fond dans la philosophie de faire le mouvement très purement, peut-être avec moins de charge, mais de manière très pure? Ouais. Pour moi, c'est l'isolation. Donc, et c'est le boulot d'un bodybuilder, en fait, d'un culturiste. Il va chercher à isoler au maximum. Ce qui peut être contre nature, un petit peu, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour isoler le mouvement d'une seule articulation. Je pense que l'être humain, et à mon avis, tu confirmeras ça, est plutôt fait pour utiliser tout dans son ensemble, de solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps pour être le plus efficace possible. Donc ça va un peu à l'encontre de notre nature, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Mais moi, ça me passionne, et je vois vraiment ça comme presque de la danse ou un art martial. Donc je veux atteindre ce degré de précision-là. Maîtriser mon corps dans les moindres millimètres pour provoquer ce que j'ai envie de provoquer. Pas de place à la chance, pas de place au hasard. Je fais une séance où je veux travailler les pectoraux, je travaille les pectoraux grâce à une précision de mouvement et je ne travaille pas les autres groupes musculaires. Donc c'est peut-être ça qui me différencie de l'approche de certains autres coachs. Mais je vois vraiment ça comme presque comme de la danse en fait. Ouais, t'aurais pu être ingénieur toi. Peut-être. Cette façon de décortiquer tout, etc. Peut-être, ouais. Non, c'est intéressant. Puis en plus, je vais en parler bientôt dans un autre podcast avec un gars, le préparateur physique du Loup. Ah, génial. Voilà. Et lui, sa vision, bon, j'ai pas encore lu tous ses livres, mais c'est plutôt de travailler que en polyarticulaire. Ouais. Et, ce qui a du sens d'un point de vue performance. Ouais, il y a une autre finalité, c'est d'être performant en rugby. Bien sûr. Voilà. Si tu isoles tes mouvements et que tu fais du rugby ou de l'athlétisme, t'es un peu dans la merde, quoi. Donc c'est vraiment indépendant à la musculation, au culturisme. Mais c'est un petit peu pour ça que ça m'intéresse. Ouais, mais moi, ce que je pense, c'est que ça permet de développer quand même une conscience corporelle qui est intéressante. Parce qu'il y a pas mal de gens, tu leur dis, force avec ton triceps, puis ils savent pas contracter un triceps, etc. Ouais. Enfin, et ça, je crois que tu en parles de temps en temps, l'importance de développer cette conscience corporelle via la muscu ou l'importance générale. Tu peux développer un peu ce Et j'ai été confronté à ça ce week-end, lorsque j'ai fait mon stage. Des personnes qui tu leur demandes de lever le bras sur l'avant, aucun problème, ou d'arrondir la colonne vertébrale, aucun problème, et d'autres qui sont littéralement bloqués. C'est impossible de contracter les fesses, c'est impossible de contracter les abdos, impossible de modifier la position de son bassin. Et je trouve que c'est passionnant de donner de trouver des solutions justement pour que les personnes arrivent à mieux gérer leur corps. Ouais, c'est vrai, clairement. Et est-ce que tu as cette discipline? Oui, mais j'allais dire, est-ce que tu as cette discipline aussi, cette envie de contrôle de conscience au niveau de ton esprit? En gros, est-ce que tu médites? Est-ce que tu fais des exercices un petit peu Alors, j'aimerais avoir le même degré de contrôle sur mon esprit, effectivement. Et ça, pour moi, ce serait le but ultime, tu vois. Pouvoir, pas contrôler ses pensées, mais presque, en fait, si. Pouvoir contrôler ses pensées de la même façon que je contrôle mon corps. Et c'est-à-dire que lorsque j'ai envie de manger quelque chose que je ne devrais pas manger, arriver à chasser ce genre de pensée. Lorsque j'ai besoin de travailler sur quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler, arriver à me mettre dans des états de motivation, de concentration pour pouvoir compléter cette tâche, j'aimerais. Et ça, je pense que effectivement la méditation joue probablement un rôle. Mais je pense aussi que les pratiques sportives ont la capacité de modifier notre façon de réfléchir. Ont très clairement une implication dans le bien-être de notre cerveau. Clairement, non, mais la méditation peut être, la musculation, pardon, peut être une forme de méditation. Ouais. En pleine conscience, tu es vraiment focus sur ton muscle, tu penses à rien d'autre, c'est une forme de méditation finalement. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça, c'est un. J'ai beaucoup de discussions comme ça avec des sportifs qui ont atteint un certain niveau, tu vois, et qui ont plus l'énergie pour aller plus loin. Exemple, un bodybuilder qui a plus l'énergie pour prendre plus de muscles. Et je trouve que le changement, il est intéressant. Et quand on passe du corps, des performances matérielles, on va dire, aux performances, si on peut appeler ça performance, c'est pas le bon terme, mais psychique, quoi. Maîtrise de l'esprit. Parce que notre but à tous, c'est d'être heureux. Toi, ça te fait kiffer de faire de la muscu, clairement. De progresser. Et en fait, ce qui rendrait vraiment les gens heureux, tu vois, ce serait la maîtrise de l'esprit. Ouais. Tu peux être une brindille et te faire insulter, cracher dessus dans la rue à longueur de journée. Si tu maîtrises ton esprit, tu peux être heureux malgré toutes ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord. mais l'esprit, c'est peut-être une autre paire de manches. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Et je sais même pas si un jour ce sera possible. Mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Moi, à une époque, j'allais dans un centre de méditation et je voyais vraiment ça comme mon centre de musculation, mais pour l'esprit, quoi. Je me disais, je vais m'entraîner mon esprit en méditant. Ah, c'est une bonne analogie. Ouais.
mais il a déménagé. Du coup, j'y Ah. vais plus. J'ai pas cette discipline pour le faire régulièrement. Ouais. Ok, bah peut-être que Ah, d'ailleurs, j'allais dire peut-être que dans ta salle, un jour, tu aurais un espace musculation de l'esprit. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un budget illimité? Quel type de salle tu ferais s'il y aurait des choses en plus que ce que tu as déjà là? Ou pas? Ou est-ce que ta salle pour toi est la salle de tes rêves actuellement? Alors déjà, j'ai une autre salle qui ouvre à la rentrée, Ah, Ouais. vas-y, petit coup de pub, dis-nous. en septembre. Cool, J'ai déjà le local, j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais les machines arriveront au courant de l'été. génial. Et ce sera une salle qui ne sera pas ouverte à la clientèle. Donc ce sera un peu mon temple, en fait, ma salle de sport. Pour toi tout seul? Pour moi tout seul. Pour moi tout seul. Et accessoirement pour organiser du coup mes masterclass. Puisque le but c'est d'en faire le plus souvent possible. Et du coup cette salle, moi dans mon idée c'est d'avoir le meilleur matériel possible, les meilleures conditions, le meilleur environnement pour être dans les meilleures conditions pour progresser en fin de compte. Et ça implique aussi un environnement pour être dans le meilleur état psychologique possible. Ouais, grosse news alors, parce Ouais. que ça c'est... Ok. Ouais, en fait, j'ai eu une révélation quand je suis allé au stage de Ben Pakulski. Lui, du coup, il a une salle, même principe, qu'il n'ouvre que pour ses stages. Donc, il n'y a pas de clients qui s'entraînent dedans. Et tout est fait pour optimiser la progression. C'est-à-dire que les machines sont choisies précisément. Il a une pièce pour sa méditation, il a une pièce avec un sauna infrarouge, il a de la musique c'est pas la radio quoi, donc c'est quelque chose qui est fait pour te mettre dans un état presque transcendant, tu vois. Et c'était une révélation. Je me suis dit, je veux la même chose. Je veux la même chose parce que Ben Pakulski c'est vraiment devenu un mentor dans la musculation et dans le développement personnel en général. Et je veux moi aussi avoir un environnement propice à la progression. Je veux que toutes les conditions soient réunies pour qu'il n'y ait aucun obstacle devant moi. Ouais, je comprends bien Et donc, ce sera l'objectif ta de... vision. Et donc, où sera ce temple? Il sera toujours à Lyon. Ouais. Il sera toujours à Lyon. Voilà, il sera toujours à Lyon. On peut pas en dire plus On pour verra, l'instant. on verra, on verra un peu plus tard. Ok, bah j'ai hâte. Trop Donc, bien. j'ai pas un budget illimité pour le coup, Ouais. mais voilà, j'ai quand même de quoi matérialiser un petit peu ma vision. Mm. Trop bien. Puis, ouais, puis tu pourras faire des masterclass, des stages, pardon, Absolument. quand tu veux. Ouais. Tu n'auras pas besoin de. Il y aura Exact. cette salle qui tourne quand même. Tout à fait. Ouais. Avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, développement, progression et qui savent ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Mm. Ça marche. Dernière petite question. J'ai appelé ça les questions bonus. Mais j'aimerais qu'on finisse par débattre un peu sur un cas clinique qui est le mien. Et ça te dit? Ah, bien Ça sûr. fait Ouais. quoi, 45 minutes? Ouais, Ça fera un carrément, podcast d'une heure. Alors, mon cas clinique, je fais beaucoup d'erreurs. Tu vois, je suis là en ce moment, je suis assez maigre. Je suis Ouais. passé de 87 kilos à là, j'oscille autour de 80, mais vraiment, j'ai perdu 7 kilos depuis pendant les 5-6 dernières années. Donc, il y a eu un facteur, c'est que j'étais très malade en Inde et depuis, j'ai jamais vraiment réussi à reprendre du poids. Donc, j'ai changé des choses, j'ai fait des cures de probiotiques, etc. Parce que je pense que mon système digestif est assez il a dû ramasser. touché. Ouais. Mais quand même, là, j'ai l'impression que je fais plein d'erreurs. J'aimerais prendre un peu de muscle. Donc moi, je fais du sport assez souvent. Mais voilà, je dors peut-être pas assez. Je fais sauter des repas assez souvent parce que je travaille trop. Ouais. Et l'importance des repas, pour toi, elle est capitale. L'importance de ne pas sauter de repas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, elle est importante. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est capitale. D'accord. Très clairement, maintenant, pour la prise de muscle, je mets l'accent sur le sport. C'est pas ton alimentation qui va te faire prendre du muscle, c'est clairement l'entraînement. C'est clairement le stress provoqué par l'entraînement qui va provoquer les adaptations. L'alimentation est effectivement là pour supporter ce processus de croissance musculaire. Et le repos aussi en quelque sorte. Mais pour envoyer un signal, pour provoquer ce stress, et je parle de stress au sens physiologique du terme, il faut s'entraîner. Donc pour prendre du muscle, la première chose à faire, c'est s'entraîner. Et bien s'entraîner. Et c'est là où il y a un problème, c'est que bien s'entraîner, c'est pas facile. Non. C'est pas juste soulever une barre. C'est pas juste prendre un poids, le soulever du sol et le monter le plus haut possible. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande plus d'organisation, plus d'individualisation et un peu de patience. Donc le premier conseil, que ce soit pour toi ou pour toutes les autres personnes qui veulent prendre du muscle, il faut s'entraîner bien. Et ouais, mais ça je pense que
je le fais assez bien. Au niveau de mes mouvements, je les fais bien, etc. Bon, j'ai remarqué aussi que quand je m'entraînais trop, parce que j'ai déjà eu des périodes où je me dis, allez, je vais aller à la muscu tous les jours, mais en fait, rien, j'ai l'impression carrément de cataboliser mon muscle, en fait, de trop en faire. Et contrairement à ces périodes où je donne beaucoup, il y a des périodes où je suis en vacances, il y en a de moins en moins, malheureusement, mais il faut que ça revienne, et où je fais pas grand-chose, où je fais genre, je sais pas, 5 séries de 20 pompes par jour. Mais vu que je me repose et que je mange bien et que je fais des petites siestes, là, je prends. Et au bout d'une semaine, mon physique se transforme, quoi. Parce que je suis reposé, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ça ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect psychologique. Est-ce que cette impression de surentraînement, qui est juste une impression, je pense, clairement, ou de cataboliser plus que tu ne devrais, qui est, je pense, juste une impression, est-ce que l'aspect psychologique ne va pas rentrer en jeu et mettre un frein à ta progression ? C'est la première chose qui me vient en tête et c'est ce à quoi je pense. Peut-être que l'environnement vacances, tu vois, la liberté d'esprit peuvent te mettre dans des positions qui sont propices à la croissance musculaire. Mais clairement, moi, ce que je me dis, c'est que tu as la notion de système orthosympathique, parasympathique, etc. Ouais. Donc, c'est quand tu es plutôt dans les phases parasympathiques, quand tu dors, quand tu fais les siestes, etc., tu vas construire du muscle. Et je crois que je me pose beaucoup de questions et je suis tout le temps en train de réfléchir à des trucs et tout le temps en action. Et du coup, je suis un peu tout le temps avec un stress de fond, en ortho quoi. Ouais. Et j'ai pas cette phase comme ça parasympathique pour construire du muscle. Ça te parle un peu ça me parle tellement qu'on a fait toute une journée sur ce sujet-là lorsque j'étais en Floride dans le stage de Ben Pakulski. C'est pour ça que c'était passionnant parce que ce gars-là, il se limite pas juste à la muscu, il aborde aussi toutes les questions du système nerveux. Et il nous a justement expliqué que la plupart des gens avaient un ratio qui était complètement foutu en l'air et qui n'était pas assez souvent dans le parasympathique pour justement être dans les meilleures conditions pour prendre du muscle. Et on a parlé justement de la méditation, on a parlé de l'importance des repas, de ne pas forcément les faire devant un écran, de l'importance de pouvoir partager ses repas avec d'autres personnes. On a même abordé justement des coutumes qui consistent à prier avant un repas et qui n'étaient pas juste liées à la religion, mais aussi peut-être à ton système nerveux. Peut-être qu'être reconnaissant du repas que tu as devant les yeux te permettait d'être dans un état de système nerveux qui était propice à la digestion et à l'absorption des nutriments. Et ça peut peut-être s'appliquer à d'autres aspects, tu vois. Peut-être qu'effectivement, les vacances, le fait d'être dans des endroits qui sont sympas, peut-être aussi le soleil, l'environnement, ça peut te mettre dans des dispositions qui sont propices au développement musculaire. Donc ouais, ça a du sens. Ça a complètement du sens. Clairement. Et tu vois, moi, par exemple, étant donné mes connaissances, entre guillemets, je sais que mon volume d'entraînement est adapté, mon intensité d'entraînement est adaptée, donc je pourrais même m'entraîner, je pense, 7 jours sur 7, 2 heures par jour. Je serais toujours dans des conditions propices au développement musculaire. Puisque mon système nerveux, disons que psychologiquement, je sais que je suis dans les bonnes conditions pour ça. Donc je pense que oui... Ok, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser. De ce côté-là. Et toi, quand tu es en vacances, tu prends plus de muscle quand tu es vraiment détendu? Non, parce que en fait, j'ai tellement ces connaissances par rapport au volume d'entraînement, à l'intensité, à la fréquence, etc., que je sais que je ne vais pas prendre du muscle en m'entraînant moins que ce que je fais habituellement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je sais qu'avec mon expérience, je suis obligé de soumettre mon corps à un stress de plus en plus important pour espérer des adaptations. Donc, l'objectif de mes vacances, c'est pas de prendre du muscle. L'objectif de mes vacances, c'est de profiter, pas trop prendre de gras non plus. Voilà, exactement. Pas trop prendre de gras, mais relax. Me balader, faire des randonnées, des jolies photos. Donc, vraiment, vacances, quoi. Non, mais je comprends. Non, mais moi, le pire, c'est que l'objectif de mes vacances, c'est pas de prendre du muscle, mais j'en prends. Parce mais que tu remarques que, ouais. C'est incroyable. Ouais. Ok, super pour ce petit cas d'étude. On est à 51 minutes. La journée va commencer. Pour ceux qui écoutent, là, il est quelle heure ? Il est moins de 9h. Ouais, moins 20. 9h moins 20. Assez matinal, le Nassim. On s'est donné rendez-vous à 7h45. Donc, on va vous laisser parce que nous, on a une grosse journée derrière qui enchaîne. J'espère que vous avez bien aimé ce podcast. Et puis, Nassim, peut-être dans un an et demi, si ce podcast continue, on refera un petit épisode pour avec plaisir. Et on le fera dans l'autre salle et tu verras que je pense que ça peut être plutôt sympa. Ok, allez, deal, c'est parti. Yes. À plus Nassim. À bientôt, ciao. Ciao.